Vous êtes des ignorants superstitieux, et vous voyez le diable un peu partout, c'est ridicule. Mais, les filles, retournez à vos travaux habituels et laissez-nous les affaires criminelles. Bonjour les amis. Eh bien écoutez, je pensais avoir touché le fond en évoquant avec vous des nanars bien gratinés comme Le Jour et la Nuit de Bernard-Henri Lévy ou encore Virus Cannibale de Bruno Mattei. Et j'ai continué à creuser et figurez-vous que j'ai trouvé un sous-sol. Oui, il y en a encore. Sur une étagère bien miteuse, j'ai découvert le DVD de ce petit chef-d'œuvre, donc Le Château de Frankenstein, pour son titre le plus connu, mais c'est un film qui a également été exploité sous le titre Le Château de l'Horreur. Bon, il est question de château dans les deux cas, comme vous le constatez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, imaginez un peu le croisement improbable entre le baron Frankenstein, la guerre du feu, et un boulard soft des années 70. Eh bien, vous obtiendrez cette tambouille exceptionnelle. Voilà, c'est du jamais vu pour moi, ça relègue même le cinéma de Bruno Mattei quand même presque au second plan. Bon, voilà. Ce film est sorti en 1974, ou en 75 en France, un peu plus tardivement, où il n'a pas fait grand bruit. C'est un film réalisé prétendument par un certain Robert H. Oliver, bon, bonjour le pseudo. Alors, il y a un mystère qui plane quand même au sujet de la réalisation du film. Bon, officiellement, ce Robert H. Oliver n'existe pas, donc il s'agit d'un prête-nom. Alors, pour certains, c'est Dick Randall, le producteur de cette chose, qui aurait lui-même réalisé, et pour d'autres, une théorie qui paraît un peu plus étayée, il s'agirait de Oscar Brazzi, le frère de Rossano Brazzi, qui interprète le baron Frankenstein, réalisateur à 16 heures de perles du genre, et qui aurait mis effectivement la main à la pâte pour aider le frangin ou vice-versa. Là, ça serait effectivement l'hypothèse la plus probable, même si elle n'est pas confirmée. C'est vrai que 47 ans après ce méfait, personne n'a l'air de lever la main pour reconnaître la paternité de l'objet. Et quand on voit le niveau de ce long métrage, on peut aisément le comprendre. Justement, pour rester sur les comédiens, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, c'est plus un casting, c'est la cour des miracles. On se croirait à un congrès de la série Z. Toutes les gueules du cinéma bis sont bien présentes. Sont venues, j'imagine, pour un cachet de misère, parce qu'effectivement, il n'y a pas une thune sur ce film, et je suis sérieux, il n'y a pas d'argent. Et je pense que tous ces grands comédiens étaient là uniquement parce qu'ils avaient la dalle au même moment. Et oui, il faut bien bouffer quand même. Bon, alors on va commencer par évoquer le seul vrai comédien de renom international du film, donc le dénommé Rossano Brazzi. Alors, un peu oublié par les plus jeunes aujourd'hui, c'est un gars qui a commencé comme jeune premier en Italie, une image un petit peu de beau gosse, à l'ancienne quand même. Il a fait très rapidement une carrière aux États-Unis où il s'est cantonné à des rôles de Latin Lover, ce qu'il a fait pendant près de 20 ans. Voilà, dans des productions parfois assez connues, comme notamment La Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz. Et quand il a commencé à être un peu trop vieux pour jouer les bellâtres, il est revenu, début des années 70, se refaire un peu la cerise en Italie, d'où cette chose. Voilà. Dans la première moitié des années 80, il est retourné aux États-Unis, où cette fois, ayant le physique d'un vieux sage, il tourna notamment dans l'intéressant La Malédiction finale, le dernier volet de la trilogie La Malédiction. Et il tourna même pour Abel Ferrara dans New York 2h du matin, probablement l'un des meilleurs films du réalisateur, si on y réfléchit avec un peu d'honnêteté. Bon, et bien écoutez, maintenant on va évoquer tout le reste de la pauvre clique présente dans ce long métrage, au CV nettement moins glorieux que l'ami Brazzi. Bon, on va commencer par une des gueules du cinéma bis les plus connues, Gordon Mitchell, donc ancien culturiste qui se fit connaître dans des péplums, avant de basculer dans le western spaghetti, et puis effectivement dans la série B, série Z, tout azimut. Voilà. Il a même tourné en France, notamment sous la direction d'Yves Boisset, et on l'a également vu dans le Satyricon de Fellini en 69. Voilà. Alors là, il interprète un rôle très fugace d'un type sapé un peu bizarre, un des hommes de main du baron Frankenstein. Voilà, ils sont assez nombreux, vous le verrez.
Évoquons rapidement Luciano Pigozzi. Alors c'est un cas un petit peu à part. Il a une gueule, on a l'impression de l'avoir vu dans plein de films, et en fait on n'en a vu aucun. C'est un comédien qui a une vague ressemblance avec le comédien Peter Lorre, hein, bon les moins de 70 ans, passez votre chemin, et qui interprète également un des bras armés du docteur Frankenstein. Bon, parlons également évidemment de l'inénarrable Salvatore Baccaro, comédien au physique très reconnaissable, parce que atteint d'une maladie, quand même, l'acromégalie, une maladie qui attaque l'hypophyse et qui génère effectivement une augmentation des hormones de croissance, faisant pousser exagérément certaines parties du corps. Alors, un des comédiens les plus connus atteint de cette maladie, qui effectivement, lorsqu'elle survient avant l'âge de la puberté, donne des géants, c'est Richard Kiel notamment, le fameux requin dans les films de James Bond avec Roger Moore. Voilà, dans le cas de Salvatore Baccaro, effectivement, cette acromégalie se manifesta essentiellement sur son visage. Voilà. Donc malheureusement, bon, c'est un comédien dont le physique atypique fut exploité dans les productions d'assez bas étage quand même, hein, flirtant parfois avec le très 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 mauvais goût et carrément le dégueulasse dans certains films de Nazi Exploitation, qui jouait essentiellement, malheureusement pour lui, les monstres à l'écran, quoi. Alors, parité oblige, je vais également parler du rôle principal féminin, interprété par Simonetta Vitali, j'adore ces noms italiens, qui fit une petite carrière dans des films que personne n'a vus, sous le pseudo assez souvent de Simone Blondel. Bon, elle a tourné en tant qu'actrice 15 films, mais alors, effectivement, comme je vous le disais, inconnue au bataillon, mais on sent que la petite s'est un peu cherchée dans le monde du cinéma, puisqu'elle a été également styliste pour les costumes donc au cinéma, elle a été assistante d'édition, et elle a été également assistante de production, jusqu'à la fin des années 70, et après elle a complètement disparu de la circulation. Alors, bravo Simonetta pour cette brillante carrière, essentiellement axée sur le dépoilage. Non, je déconne, merci surtout Wikipédia, parce que je ne connaissais pas du tout la personne. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, nous allons évoquer Michael Dunn, l'un des nains les plus célèbres du cinéma, en tout cas au niveau mondial, après peut-être Hervé Villechaize. Alors Michael Dunn a tourné dans un peu tout et n'importe quoi, mais a quand même eu la chance de travailler sur des grosses productions, notamment dans Boom de Joseph Losey, ou encore Trop petit mon ami, d'Eddie Matalon, où il donnait la réplique à Jane Birkin. C'était un artiste assez complet, hein, il chantait, il composait, il était musicien et donc acteur. Mais la série télé qui lui donna effectivement une aura mondiale, c'est évidemment Les Mystères de l'Ouest. Hein. Série qui fut diffusée de 1965 à 1968, et dans laquelle, évidemment, il avait le rôle récurrent d'un méchant, le méchant le plus connu de la série, donc Miguelito Loveless. Voilà, l'ennemi juré de James West et Artemus Gordon. Les jeunes, oubliez ce que je viens de dire. Bon, malheureusement pour lui, effectivement, sa fin de carrière, c'est ça. Voilà, il est mort juste après le tournage. Alors, les mauvaises langues disent qu'il avait vu les rushs, hein, voilà, d'où son malaise. Non, il est mort en fait apparemment d'une surdose de barbiturique, liée à un traitement qu'il avait contre je ne sais plus quelle maladie, enfin bref. Mort à 39 ans, prématurément. Bon, écoutez, je vais pas vous faire l'inventaire exhaustif de toutes les gueules et tous les bras cassés qui parsèment cette pellicule. On n'a pas que ça à faire, et il y en a encore beaucoup d'autres malgré tout, mais on va quand même faire place au décortiquage. Bon, je tente un pitch quand même avant le début. On va dire que c'est l'histoire du baron Frankenstein qui décide de mener une expérience sur le cadavre d'un homme préhistorique qu'il a récupéré, oui, j'ai bien dit homme préhistorique, qui essaye de le faire renaître, tout simplement, à la vie. Voilà, sur ce, sa fille se pointe avec une copine, et puis tout ça va partir en cacahuète, et puis très franchement, on s'en fout. Bon, sur une des premières scènes du film, on constate que le réalisateur, qui n'avait pas de talent, pas d'argent et pas beaucoup de temps sur ce film, décide de faire dans l'atypique. Voilà. Alors, pour les 3 hommes de main qui viennent dans le cimetière rouennais plutôt, puisque j'y compte 8 tombes au total, seront effectivement un petit peu particuliers, puisqu'on aura droit à un gars déguisé en mandrake, on aura droit à un bossu et à un nain. Qu'est-ce qu'on se dit quand on voit ça? On se dit que le baron Frankenstein, effectivement, respecte vraiment les minorités et tient vraiment à ce que son personnel
soit vraiment la preuve d'une belle diversité. Gréguet, Igor, emportez ça. Allez. Pardonnez-moi, maître. Je promets de ne plus le faire. Non, mais plus jamais, maître. Ah, non. Bon alors disons qu'il a peut-être recruté sur CV anonyme, j'en sais rien, mais le fait est que les 3 Lascars font quand même un boulot de dégueulasse, il faut bien le dire. Bon, arrivée de la diligence amenant la fille du baron Frankenstein ainsi que sa dame de compagnie. Alors là, en guise de doublage pour les actrices, on a quand même quelque chose du niveau d'un mauvais film porno, et des voix qui nous vrillent quand même bien les tympans. Regarde notre château, Christa. Oh, c'est le fameux château des Frankenstein. Et évidemment, admirer les costumes et le soin apporté pour faire authentique 18e siècle. C'est magnifique. Non, je déconne, en fait, le costumier a été récupéré quelques trucs qui traînaient dans les rues de Dunkerque après le carnaval, hein, visiblement. C'est un cadre vraiment romantique pour célébrer votre mariage. Et vous, qu'attendez-vous? Votre bonheur ne vous fait-il pas envie? Je me présente, François-René de Chateaubriand. Bon, là vous allez découvrir un petit peu les maladresses verbales du baron Frankenstein. Voilà, quand il essaie de faire un compliment à une jeune femme, elle est toujours à 2 doigts de déraper quand même. Oh, je te présente une amie, Christa Lauder. C'est un peu ma dame de compagnie. Eh bien, quand Maria m'a dit qu'une dame de compagnie serait là, j'avoue que je la voyais si différente de vous, mademoiselle. Christa a étudié ces choses. Elle doit cette année tenir la chaire d'anthropologie à l'université. Ah, c'est étonnant. Qu'y a-t-il de si étonnant? Mais ton amie est tellement... tellement ravissante. Bon, les autorités locales, à savoir le maire, s'inquiètent enfin de la disparition d'un cadavre au cimetière. Alors, on aurait volé un or? C'est-tu qui était ce mort? Ben, c'était la jeune fille des Prates au village. Et entre nous, à question con, Comment as-tu découvert qu'une morte manquait? réponse con. Ben, j'ai vu que la tombe était ouverte, mais qu'il n'y avait rien dedans. Et avec des images, c'est encore plus clair. Le personnage de Gens, interprété par Michael Dunn, passe son temps libre à effectuer du matage. Oui, il mate. C'est le nain mateur, qui n'est pas très professionnel dans son job du reste. Je te l'avais dit. Et sinon, j'ai remarqué que le réalisateur nourrissait une obsession qui devient quelque peu malsaine pour les yeux bleus. C'est moi ou... Et maintenant, pauvre mortel, découvrez le laboratoire du baron Frankenstein. Ah bah, pardon, je m'as trompé. Bon, le vrai labo du baron, c'est en fait une cave pourrie avec quelques étagères, des flacons avec du jus de tomate, et au fond à gauche, un bar à sangria. Là, le comte se laisse draguer, le comte assure, le comte est bon. Je brûle de vous connaître mieux, bien sûr, si vous me le permettez. Apparemment, le maire du village est un fin négociateur, ou comment disperser une foule en quelques mots. Ces gens veulent vous parler, monsieur. Écoutez, monsieur, il est de votre devoir de protéger les gens de ce village. Vous êtes des ignorants superstitieux, et vous voyez le diable un peu partout, c'est ridicule. Mais, les filles, retournez à votre travaux habituel et laissez-nous les affaires criminelles. Bon, comme dans tout bon nanar, il y a toujours une scène où on franchit le point de non-retour. Là, il va s'agir d'un moment où le nain banni du château va rencontrer un homme préhistorique, faire copain avec lui, et bagnauder dans les collines. Voilà, le tout sur une bande-son à base de flatulence. Je ne plaisante pas une seconde. Le baron a visiblement envie de
pécho, donc il autorise effectivement la dame de compagnie de sa fille, devenue sa nouvelle protégée, à visiter son labo secret. La science entière est devant. Est-ce que vous comprenez? Regardez, je l'ai opéré hier. Constatez les cicatrices se fermer les veins. Cet homme semble être sain et robuste. Jamais encore je n'ai vu un homme aussi résistant. Et comment s'appelle cette créature préhistorique qu'il essaye de ramener à la vie via une expérience étrange? Je l'ai appelé Golia. Je demande pardon. Golia. Vous pouvez répéter? Golia. Vous voulez dire Goliath? Golia. Goliath? Golia. Golia. Découverte du cadavre d'une jeune femme qui a été massacrée et violée par une étrange créature. Les jambes sont couvertes de griffures, comme si l'agresseur était une bête sauvage. Et là on découvre que côté enquête, le maire du village est plus Bernard Pivot que NCIS. Faut-il que je fasse un procès verbal, peut-être? Bien entendu, faites-le. Et tâchez de ne pas me faire de faute d'orthographe. Gens, le nain maudit et désormais banni, retourne au château pour libérer la créature du baron Frankenstein. Pourquoi? Pourquoi pas? À ce stade-là, on va se dire ça. S'ensuit donc une baston homérique à base de gourdins en plastique. Bon, libéré, la créature tue à peu près tout le monde, dont le baron. Bon, maintenant, le nain, la créature préhistorique de Frankenstein, la créature préhistorique tout court, et la belle Christa vont tous dans la fameuse grotte au sauna. Le plan A4 tourne rapidement un peu court. Là, finale très classique où tout le village, ils sont 8, se rebiffe et décide de brûler l'expérience du docteur Frankenstein. Reculez! Laissez-nous faire, laissez-nous agir! Je laisse au maire REM du village le soin de conclure avec des mots d'une grande sagesse. Il n'est pas possible que des humains se conduisent de cette façon. Ils croient aux monstres, au surnaturel. Ce qui est différent d'eux les effraie et les inquiète. Voilà, on arrive au bout, c'est encore un film assez court, 1h29, quoi vous dire, bon, c'est la stupeur qui frappe d'abord quand on voit ce nanar, c'est l'incompréhension, puisqu'il n'y a rien à comprendre, c'est de quel esprit malade a pu sortir un tel scénario, c'est la troisième question que je me pose, pourquoi? Bon, une autre question, oui, pourquoi? Voilà. Je pense qu'on va rester là-dessus. Pourquoi? C'est un nanar assez facile à trouver, vous pouvez le choper en DVD si vous le souhaitez, mais voilà, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Bon, bah, je sais pas si je vous ai mis l'eau à la bouche, mais en tout cas, j'espère vous avoir fait passer un bon moment. Écoutez, bah, continuez à voir des films en attendant que les cinémas rouvrent. Je vous souhaite un bon courage. Si vous avez 2 minutes, abonnez-vous, ça remplirait mon cœur de joie. Merci à vous. Ciao.